je vais laisser mes chers panélistes se présenter. Je vais commencer par aussi ma cadette, donc Mme Fall. Son parcours, Mme Tony. Je pense que celui-là marche. Très bien. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir aussi d'être là aujourd'hui. Ça fait aussi très longtemps, je pense. Ça fait peut-être 12 ans déjà que je ne suis pas venue visiter l'école. Et donc c'était un plaisir d'être là. Et je m'appelle Mme Tony Fall. Donc je suis venue à Mariamaboua en 2006, je pense, ma 6e. Et actuellement, je suis médecin, consultante en périnatalité et kinésithérapeute du pelvis. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être là aussi. Bon, moi j'étais là il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Donc voilà, une ancienne aussi qui était là depuis 1997. Je suis sortie en 2004. Et voilà, donc là actuellement maintenant je suis entrepreneur avec 2 projets, un dans la cosmétique naturelle et un deuxième dans le développement personnel et académique, raison pour laquelle j'étais là d'ailleurs, pour travailler avec vous. Et je suis très contente d'être là, comme toujours, vraiment. Ça nous réveille beaucoup de souvenirs, c'est vraiment agréable, des moments inoubliables. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous allez vivre de belles expériences, vous aussi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi, je suis un peu l'invitée, je ne suis pas ancienne de l'école. Je m'appelle Adja Semben, je suis entrepreneur et j'ai fondé la première maison de thé au Sénégal qui s'appelle Contana. Donc ce que Contana fait, c'est qu'elle te permet d'avoir le quinquilibre que te faisait ta grand-mère même à l'autre bout du monde. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde, donc Marie-Thérèse Gaye, je travaille à la Sonatel et je suis ravie d'être là. Et pourquoi intervenir aujourd'hui? Parce qu'en fait j'ai eu à accompagner beaucoup de femmes entrepreneurs. J'ai fait du conseil en gestion de carrière et je serais ravie de partager voilà, ce que j'ai pu apprendre d'elles. Merci. Parfait, merci beaucoup pour ces très belles présentations et très riches aussi. Marie, je vais commencer par toi. Quel a été le déclic pour toi? Le déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, mon premier déclic, c'était la naissance de ma fille. Donc, j'étais en Suisse, à Genève, et je me suis dit que c'est un bel endroit, c'est beau, mais c'est une prison dorée. Et qu'il fallait que je revienne au Sénégal. Et je suis venue vraiment en tant que consultante indépendante. J'ai travaillé aussi dans le domaine de l'éducation. Donc c'est vraiment ça. Mais vraiment là, je partage vraiment par rapport à ce que j'ai entendu et compris dans le cadre de mes séances de coaching avec différents entrepreneurs. Adja, le déclic pour toi avant de lancer Contana? Alors, moi, le background, c'est que je viens d'une famille très entreprenante, des parents aux frères, tout le monde chez moi. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très naturel, en fait, de se lancer dans ce que je voulais. Mais avant de faire Contana, je suis restée presque 2 à 3 ans après la fin de mon master à me chercher, on va dire, parce que je faisais beaucoup de social avant. Après mon master, j'ai commencé à travailler, mais je ne sentais pas l'épanouissement. J'avais l'impression d'être dans une boîte. Et c'est ce que je disais toujours. Jusqu'à un jour, j'ai échangé avec des amis qui venaient d'autres pays. Et j'ai remarqué que les gens, quand ils venaient chez moi, ils avaient l'habitude de toujours demander un tchéboudion sénégalais, mais avec le thé. Il faut les deux. Donc, à chaque fois, je voyais que les gens, ils appelaient de partout pour demander la recette. J'ai dit à ma mère, arrête de donner la recette. On va en faire une entreprise. Et c'est de là qu'est parti Contana. Donc, même la première recette de Contana, c'est le thé de ma mère. Excellent. Sina, le déclic pour toi? Bon, pour moi, le déclic, c'est quand je suis revenue en fait de France. J'étais partie là-bas. Je suis restée 10 ans en fait pour faire mes études là-bas et ma vie. Et depuis toute petite, j'ai toujours été motivée par l'humanitaire et le social. Donc vraiment, parce que j'ai vécu aussi dans une famille
tel. Ma mère, elle travaille dans une ONG, mon père a beaucoup œuvré dans ça. Donc nous avons grandi dans cette ambiance-là. Mais quand je suis revenue au Sénégal, tout de suite, la réalité m'a un peu rattrapée. Je me suis rendu compte que déjà, pour pouvoir aider les autres, il faut que soi-même, on ne soit pas un cas social, déjà, pour commencer. Et il faut aussi proposer de la valeur, quelque chose, en fait, pour pouvoir venir en aide aux autres. Et pour moi, l'entrepreneuriat était vraiment la solution idéale, parce que non seulement on crée de la valeur, mais en plus, on crée, c'est-à-dire de la richesse et de quoi? Une base, en fait, pour pouvoir aider les autres. Bon, les idées, par contre, pour trouver des idées, ça n'a pas été facile. Je l'ai tiré de l'expérience que j'ai eue de France. Parce qu'en ayant vécu là-bas avec mes enfants qui sont métissés, nous avons vécu vraiment la frustration de pouvoir nous occuper de nos cheveux comme il fallait et notre peau avec des produits sains. C'était un combat, un challenge. Donc j'ai commencé à me renseigner par rapport à ça, à l'écologie, comment avoir des produits sains. Et j'ai commencé par moi-même à fabriquer des produits pour moi-même, à me former. Et petit à petit, c'est devenu un projet, une idée de projet. Quand je suis revenue au Sénégal, quand l'entrepreneuriat était clair, en fait, l'idée d'entreprendre était claire dans ma tête, je me suis toujours tout de suite lancée dessus. Donc finalement, l'entreprise est née en 2020. Et 3 ans plus tard, j'ai lancé un deuxième projet qui s'appelle le CEPRAP, le Centre pour l'équilibre psychopersonnel et la réussite académique et professionnelle. On propose des clubs de développement personnel et académique au niveau des écoles, comme Mariam Ba, j'étais venue ici la dernière fois, ou bien Kennedy, voilà. Et le déclic est venu de ça en fait. Merci beaucoup. Merci Sina. Mme Tony. Alors, moi, je pense que j'ai toujours été le genre d'élève qui faisait plusieurs choses à la fois. Et je sais qu'en 3e année de médecine, j'avais déjà créé une association, donc on faisait beaucoup de bénévolat, etc. Puis les études en médecine, c'est... En fait, quand on est en médecine, on est vraiment dans les cours tous les jours, entre l'hôpital et les cours. J'avais vraiment délaissé ce côté-là. Puis arrivé en 5e année, j'ai fait mes stages de gynécologie. Et c'est une histoire que je raconte souvent, mais en fait, je me suis sentie impuissante face à la demande, en fait, parce que oui, techniquement, je savais comment faire un accouchement, comment aider mes patientes, comment les recevoir en urgence, mais face à la douleur et face juste à la détresse maternelle, en fait, j'avais pas d'outils. J'étais complètement désœuvrée. Et j'ai rencontré une fille, en fait, c'est grâce à elle que Préguicare existe et Kira existe, et elle est arrivée, elle avait 21 ans. Et quand elle est arrivée, en fait, elle était hyper calme. Elle est arrivée, dilatation complète, accouchement, hyper calme. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas, et c'était vraiment pas ce qu'on voit d'habitude à l'hôpital. Et tout ce temps, elle avait ma main et elle me disait, je fais quoi? Comment je dois faire? Et moi, c'était, il faut pousser, mais je ne savais pas en vrai techniquement comment lui expliquer en fait les choses. Médicalement parlant, ce n'est pas quelque chose qui est dans ma formation. Et ce jour-là, alhamdoulilah, tout s'est bien passé, on a terminé. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je trouve une solution. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand M. Kama parlait, en fait, ça m'a interpellée directement, parce que moi, oui, j'étais dans l'urgence de, il faut que je sois un médecin plus performant. Et j'ai passé ma nuit à chercher, et j'ai trouvé doula, donc accompagnante périnatale, que je ne connaissais pas du tout comme métier. Et je me suis dit, je vais me former. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former. À la base, c'était juste pour aider mes patientes. Et puis je me suis rendu compte que faire le social, c'était compliqué si on n'avait pas de fonds. Et je me suis dit, bon, si je commence à prendre des personnes en privé, je pourrais plus aider mes patientes à l'hôpital. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé ma première entreprise qui est Préguicare et qui proposait de l'accompagnement des couples pour la préparation à la grossesse, à l'accouchement, à la parentalité. Et voilà comment mon chemin a démarré. Ouais. Kira évolue. Merci beaucoup, Mme Tony. Aujourd'hui, je vais rester avec toi. Quels sont les défis spécifiques que tu rencontres au quotidien et comment tu as pu les surmonter jusqu'à arriver au stade où tu en es? Alors moi, mon premier défi, ça a été d'allier les études et l'entrepreneuriat. Parce que j'avais des journées 8-19 heures. Il n'y avait que les week-ends que je pouvais bosser mes cours, etc. Donc c'était compliqué de faire les deux en même temps. Et je pense que la première chose que je me suis dit, c'est qu'il ne fallait pas que je sois gourmande. Il fallait que je juste puisse monter escalier après escalier. Donc je n'ai pas cherché à trouver un local ou autre chose. J'ai juste commencé petit à petit avec les personnes qui me faisaient confiance, avec lesquelles je pouvais travailler. C'est la première chose. Et quand en fait le bouche à oreille a bien marché, que le business a commencé à se développer et que l'urgence de trouver un local est arrivée, je me suis retrouvée confrontée à un problème de financement. Donc,
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est comment en fait trouver les canevas, comment trouver, comment écrire un business plan correctement, comment pitcher, etc. Ce sont des choses qu'en tant que médecin, je ne savais pas. Et que dans mon cursus, justement, on ne m'avait pas apprise en fait, que j'ai dû apprendre sur le tas. Et bien sûr, quand on se lance comme ça, ben, on apprend plein de choses en même temps. Ça peut être très drainant, mais c'est très enrichissant. Donc c'est vraiment ça, moi, c'était d'avoir des informations, surtout que j'étais dans un service qui n'existait pas à l'époque. J'ai commencé en 2019. Je pense qu'il y avait une dame qui était une Française qui faisait ça, mais dans notre milieu, ça n'existait pas en fait. Et donc, j'avais pas de référence de personne, j'avais pas de mentor, j'avais pas une personne qui pouvait me guider et me dire voilà comment est-ce qu'il faut mettre tes prix, voilà comment est-ce qu'il faut organiser ton entreprise. Vraiment, je me suis lancée un peu avec mon instinct et j'ai donc d'emblée cherché à m'entourer de personnes qui pouvaient me guider au mieux. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée un peu et qui continue à le faire parce que je continue à apprendre, mais c'était vraiment ça les plus grands défis. C'était les études avec l'entrepreneuriat, c'était les fonds. C'était apprendre à gérer l'argent parce que j'étais médecin aussi. Je ne savais pas du tout gérer l'argent, je savais gérer mon argent de poche. C'est tout. Et actuellement, c'est toujours ça en fait. C'est toujours de pouvoir allier vie professionnelle, vie sociale, de continuer à développer une entreprise dans un milieu aussi qui est assez particulier, de continuer à enrichir ma formation parce que médicalement parlant, il faut toujours en fait se mettre à jour. Moi, en tout cas, dans mon secteur, c'est vraiment un peu ça, moi, des défis auxquels j'ai été confrontée. Je n'ai pas eu de problème par rapport à mon genre. Parce que médicalement parlant, il y a beaucoup de femmes. Et dans mon métier, c'est un métier qui est en général très féminin. Donc, par rapport au genre, vraiment, je n'ai pas eu de souci. Merci beaucoup. Alors, je vais interroger les petites sœurs. Aujourd'hui, qui d'entre vous souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? Je levais juste la main. Il y a quelle classe? Il y a les classes de 3e, seconde, c'est ça? Première? 3e? Ok. Qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Qui a envie? Bon, on vous met, Hadi, demain, tu mets un financement de 5 millions. Qui a envie de se lancer? Ah, les mains commencent à se lever. Ok. Alors, sur la question des financements, Sina, aujourd'hui, quelles sont les opportunités qui peuvent être offertes à des cibles, à des futurs entrepreneurs comme des jeunes femmes? Quelles pourraient être ces opportunités-là? Est-ce que c'est des financements publics, privés? Raconte-nous un peu ton expérience. Bon, par rapport à mon expérience, moi je dirais, lorsqu'on est un jeune entrepreneur, il faut vraiment être dans le réalisme. C'est très très important d'être dans le réalisme. D'ailleurs, il y avait des pitchs tout à l'heure. Bon, je vais pas empiéter sur le rôle des jurys, mais c'est très très important d'être réaliste. Par exemple, moi personnellement, j'ai commencé par 0 fonds. Je n'en avais pas et j'étais réaliste dans le sens où je savais qu'en étant quelqu'un qui vient tout juste de démarrer, qui n'a pas encore d'expérience au niveau de l'entrepreneuriat, c'est très difficile de venir et convaincre tout de suite des banques parce qu'on ne nous connaît pas. Donc, il fallait faire ses preuves d'abord pour pouvoir espérer avoir des financements. C'est pourquoi, pour moi, le réalisme, c'est d'avancer proportionnellement par rapport à notre expérience. Comme je suis quelqu'un d'assez novice, je commence par mes fonds propres. Peu importe comment vous allez récupérer ces fonds propres-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez passer par la solidarité de vos proches, hein. Si vous avez cette chance-là, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément cela. Vos familles, vos parents. Sinon, ça peut être aussi par épargne, hein, parce que vous avez été salarié, vous réservez une petite somme, ou bien en faisant quelques ajustements au niveau de votre niveau de vie, votre confort. Moi, personnellement, ce sacrifice que j'ai fait, c'est de lâcher mon appartement et d'aller vivre avec ma mère. C'est vrai, à mon âge, on me dit, bon, mais c'était un sacrifice qu'il fallait que je fasse pour pouvoir investir. Parce que si on imagine une location de 200 000, 250 000, dans l'année, c'est combien? Dans l'année, c'est quand même une coquette somme. C'est 3 millions. C'est ça. Une coquette somme qui peut vous permettre de vous lancer, même si ce n'est pas de manière extraordinaire, ou au moins le MVP, là, le minimum viable product, vous pouvez le poser sur la table. Ok, je suis partie acheter quelques ingrédients naturels, j'ai pu préparer quelques produits, je suis allée dans le marché, j'ai testé le marché. C'est vrai, ce n'était pas beaucoup, mais c'est pertinent, parce qu'après ça, ça ouvre d'autres portes. Moi, je vois le parcours du financement comme des escaliers, des paliers.
Il ne faut pas tout de suite venir et dire je veux 5 milliards. Des fois, ce n'est pas réaliste. Parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas ne va pas risquer 5 milliards pour quelqu'un qui vient de débuter. Donc, il faut y aller pas à pas. C'est-à-dire, je commence par mes propres fonds, je mets 500 000 par exemple. Grâce à ces 500 000-là, je prouve que le produit est là. Déjà, j'arrive à le faire. Il y a une petite réponse du marché. Et là, il y a des organismes qui me voient, qui peuvent me donner 3 millions par exemple. Je pose un autre pied sur un nouveau palier. Et petit à petit, on progresse. Maintenant, il y a des gens qui ont la chance, c'est vrai, tout de suite d'avoir le financement dont ils ont besoin dès le départ. C'est ce que j'appelle l'ascenseur. C'est rapide. Mais des fois, si l'ascenseur est bondé ou n'a pas les moyens de monter dans l'ascenseur, il ne faut pas négliger les escaliers. Prenez le temps de monter et vous pourrez peut-être rattraper l'ascenseur au niveau du 3e étage. Moi, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Ne vous découragez pas parce qu'on ne vous finance pas. Moi, personnellement, au début, quand j'ai dit à certains proches que j'allais entreprendre, ils ne croyaient pas en moi. Ils me disaient, toi, entreprendre, entreprise. J'étais super confiante. J'ai dit, si vous ne me financez pas, je me financerai. Quitte à lâcher mon appartement, mais je me financerai. Depuis, on avance. Certes, ce n'est pas aussi rapide qu'on aimerait, mais au moins, 3 ans plus tard, je suis toujours là. Et c'est ça que je vous recommande. C'est-à-dire, il faut être réaliste. Au lieu de viser 2 milliards, visez d'abord quelque chose d'assez petit et évoluer. Et il y a beaucoup de programmes qui soutiennent en fait les jeunes. Vous avez une chance inouïe, vous les jeunes là. Nous, à l'époque, par exemple, quand on venait d'avoir le bac, l'entrepreneuriat, c'est une filière, hein, une petite filière là à l'université. Maintenant, c'est quelque chose d'assez transversal. Partout où vous allez, peu importe le domaine, que ce soit en technologie, une université d'agriculture, vous trouverez toujours des programmes d'incubation qui vous montrent c'est quoi l'entrepreneuriat. Vous avez les connaissances, le financement est là. On vous donne des subventions, peut-être pas grandes, mais qui peuvent être utiles pour se lancer et démontrer notre valeur. Est-ce que vous avez compris? Donc là, c'est vraiment très important de réaliser ça, d'être réaliste et d'y aller pas à pas. Voilà, moi, c'est le conseil que je donnerais. Merci Sina. Il faut y aller de pas à pas. Bien noté. Maintenant, j'ai une question pour toi, Adia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu profiter d'un réseau de mentors, d'un réseau de coachs qui ont pu t'accompagner dans la voie de l'entrepreneuriat? Oui. Au début, quand elle parlait, je me suis dit à un moment, non, après, tu as parlé de l'ascenseur, je me suis dit, ah, peut-être c'était l'ascenseur. Moi, au début, quand je commençais Contana, j'ai fait une formation en audit et contrôle de gestion. J'ai fait toute ma carrière dans les industries culturelles, les ONG, donc tout ce qui n'était pas lucratif, quoi. C'est dans ça que j'étais. Et je me suis lancée dans l'agrobusiness, dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai commencé avec 114 000 et c'est exactement l'argent qui me restait de mon salaire quand je finissais de sortir mes charges. J'avais pris cet argent pour acheter des emballages à exclusif, étiquettes, carte de visite et une boîte à thé. Et c'était fini. Wadia, excuse-moi. Les filles, est-ce que vous avez bien entendu? Avec 114 000 francs, elle a pu s'acheter. Ce sont les 114 000 francs qui lui restaient de son salaire. Elle a pu acheter des étiquettes. Et quoi encore? J'ai acheté des étiquettes. Oui. C'était exclusif, hein, des petits pots de 4 échantillons. Oui. Des étiquettes tellement mauvais en plus. J'ai fait des cartes de visite. Oui. Et une boîte à thé en bois qu'on m'avait livrée et puis quelques matières premières. Je suis allée à Auchan. D'accord. J'ai acheté du warga. J'ai acheté du citron séché, citronnelle séché. Le bissap là aussi de Zena. Oui. Et j'ai commencé à faire mon cocktail à la maison. Alors, mais comment j'en suis arrivée là? On va venir sur le réseau. Tout à l'heure, quelqu'un disait, moi je suis une personne qui réfléchit à 1000 projets par jour. Et j'avais tellement de projets en tête. Et j'avais vu un programme qui s'appelait Academy for Women Entrepreneurs, donc lancé par l'ambassade des États-Unis. Et j'ai ouvert la candidature pendant une semaine. Parce que mon problème c'était, quel projet est-ce que je vais mettre? Je voulais tout faire. Donc au début, j'ai mis un projet que j'appelais Global Opportunities. En fait, c'est une plateforme que j'avais juste dans le
par passion, où je partageais des opportunités de fellowship, de voyage pour étudiants. Je me suis dit, il faut que j'en fasse un business. Donc, j'ai inscrit ça. Ils m'ont pris pour ça. Je suis venue m'asseoir, j'ai vu que des gens qui faisaient de l'agroalimentaire. Je me suis dit, ah mais tiens, moi je voulais faire un Starbucks africain là, il y a un moment. Je vais changer mon projet. Donc, je leur ai dit que je fais une entreprise de café. J'ai fait le logo, j'ai tout fait. Ils m'ont dit, va faire une étude de marché. Lolo, va demander aux gens, est-ce que si tu fais du café, ils vont acheter? Je suis partie faire une étude de marché et les gens ont commencé à dire qu'eux, ils veulent du thé. Mais ouais, attends, mais le Sénégal, tous les jours on boit du café, pourquoi ils ne veulent pas de café? Après, j'ai vu qu'il y avait plus de demandes pour le thé. J'ai commencé à voir le taux d'importation de thé qu'on faisait chaque année. On m'a fait faire l'exercice de pitch que vous avez fait tout à l'heure. Et en même temps, j'avais un ami japonais qui était là et qui demandait la recette du thé de ma mère. Il y avait le bijoutier de ma mère qui était au Tchad qui a appelé pour demander la recette du kenkeliba. J'ai dit, attends, c'est là que je lui ai dit, attends, elle ne donne plus la recette. Et c'est là que j'ai changé en fait pour faire du thé. Je me suis dit, le thé, je ne vais pas chercher loin. On a des recettes. Chez moi, tout le monde adore le thé. Je sais comment ça se fait. Et les clients, c'est ce qu'ils demandent. Le marché. Donc, je vais réadapter. Donc, j'ai commencé à faire le thé. J'ai pris la recette de ma mère. Avec ma mère, on a réfléchi à d'autres recettes digestives. On s'est dit 4 parfums. Donc, quel est en fait ce déclic psychologique qui permet de franchir le cap et de se dire, OK, on se lance dans l'entrepreneuriat, on va vendre un produit ou un service? Psychologique, Oui. en commun, une certaine audace en fait. Je pense un entrepreneur, je pense que M. Kamal l'a mentionné tout à l'heure, c'est ce qu'on dit, c'est un mindset, c'est un état mental. Il faut être audacieux. On ne peut pas faire des choses extraordinaires si on emprunte les mêmes chemins que tout le monde a emprunté. Donc il faut avoir cette audace de marcher en dehors des sentiers battus. Je pense que ça, on l'entend. Et puis, il y a les Japonais qui parlent de... Est-ce que vous connaissez le mot Ikigai, les filles? Ça vous dit quelque chose, Ikigai? Ikigai. C'est pas des sushis, hein? Et c'est pas un art martial. Ikigai, c'est un mot en japonais qui veut dire ma raison d'être. Donc ils se sont rendus compte dans une île, je ne vais pas dire le mot, ça commence par Oki quelque chose. En tout cas, pas loin, c'est au Japon. Les gens y vivaient très 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 longtemps et on regardait est-ce que c'était leur alimentation, etc., etc. On dit oui, ils mangent bien, ils font du sport, ils font du tai chi, mais c'est bien beau. Mais c'est pas ça en fait. Le plus important, c'est qu'en fait, ils sont alignés. C'est-à-dire qu'ils font des choses qu'ils aiment, ils font des choses dont le monde a besoin. Et ce sont des gens qui ont pris aussi le temps de savoir ce pourquoi tu es doué en fait. Vous avez un don. On peut par exemple savoir très bien danser, mais de là à vivre pour la danse, ça c'est autre chose, quoi, en faire un métier. Donc c'est important de comprendre, vous, quel est votre don, qu'est-ce que vous en termes de travail, d'ouvrir les yeux autour de vous, de voir ce dont le monde a besoin, et après, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sina, il faut être très réaliste, voir est-ce que je pourrais vivre de tout ça, en fait. Donc, c'est un peu la confluence de tout ça. C'est ça, l'ikigai. Et après, quand vous travaillez, que ce soit dans un emploi salarié ou vous avez une entreprise, quelque chose qui correspond vraiment à votre personnalité, votre raison d'être, eh bien, je trouve que les journées sont plus légères, on se donne à fond, on est meilleur, on est en meilleure santé et on rend les gens heureux. Merci Marie. Donc les filles, allez chercher votre Ikigai. Faites des recherches sur Internet. Ikigai, c'est aussi un exercice qui prend pas plus d'une heure. Pas plus d'une heure. Oui. En une heure, on a fini de faire son tableau Ikigai et c'est très intéressant. Même pour vous, pour la suite, pour savoir ce que vous voulez faire. Et pourquoi en fait vous venez à Mariamaba, vous faites les choses au quotidien, etc.
Alors Marie, aujourd'hui, comment on peut gérer l'équilibre entre cette vie entrepreneuriale et la vie professionnelle pour celles qui sont restées dans le milieu salarial? Ça, c'est une vraie question pour les femmes. Je pense qu'il y en a une qui sourit ici. Parce que ça, c'est du concret. Parce que quand vous êtes entrepreneur aujourd'hui, en 2024, vous avez votre téléphone, vous avez votre compte Facebook, vous avez votre compte Instagram. Même si vous avez peut-être quelqu'un qui s'occupe de votre petite sœur, ta petite sœur, elle t'aide par exemple à la vente, etc. Mais tu as forcément un compte où tu es connecté. Tu as un événement, tu as une foire à préparer. Et on vous souhaite tous d'être des entrepreneurs épanouis avec un mari et des enfants. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on va arriver à jongler avec tout ça. Ça, je pense que ça, c'est un défi qui est typiquement féminin et qui est encore plus vrai chez nous, dans nos pays, en fait. Et surtout au Sénégal, où je trouve que les femmes, elles portent beaucoup de choses. Donc, il y a une chose aussi que j'ai une histoire qui est un peu dure à vous raconter, mais ça, c'est du vécu. Donc, mon mari était médecin urgentiste. Il reçoit à Souma Assistance une jeune fille étudiante en école d'ingénieur. Elle avait 21 ans à l'époque. Tentative de suicide. Et comme j'ai fait dans une ancienne vie des études en psychologie, tout ça, il me dit, bon Marie, je sais pas, je sens que ça n'a pas trop passé avec le feeling avec moi. Elle a besoin de parler avec une femme et c'est urgent. Je dis non. Je dis, moi, je ne suis pas psychologue, je suis psychologue de formation. Je dis, là, c'est trop de problèmes. En plus, suicide, ça, c'est urgent. Il y avait une vraie responsabilité. Et donc, je parle avec cette fille qui était très brillante. Elle suivait une école d'ingénieur aux États-Unis. Donc, sa maman était donc chef d'entreprise ici à Dakar, d'une vraiment entreprise de renom. Vous la connaissez sans doute. Et avec la complicité qui s'est créée ensemble, elle m'a dit, mais tu sais Marie, un mois avant que je fasse ce geste-là, parce qu'en fait elle était en vacances à Dakar pendant les fêtes de Noël, elle me dit, je ne suis pas sortie de ma chambre, j'étais allongée, j'avais le teint gris, vraiment mauvaise mine, et ma mère, elle ne m'a même pas vue. Moi, cet événement-là, en fait, ça m'a fait une prise de conscience en tant que femme, en tant que mère, qu'on a un essentiel, en fait. Il faut savoir pourquoi on fait les choses et quelles sont nos priorités. Et donc, sa maman, c'est une personne qui est... Peut-être que sa raison d'être, c'est son travail. Et elle était aveugle. Elle voyait plus sa fille, en fait. Elle voyait pas la détresse de sa fille. Et sa fille, au moment de prendre l'avion et de rentrer et de continuer ses études, elle a pris ces médicaments-là. Elle voulait pas mettre fin à sa vie, mais elle voulait montrer à toute sa famille, je suis très très mal, je ne vais pas rentrer et voilà. Et les gens étaient aveugles, quoi. Donc, c'est vraiment une invitation de trouver un équilibre. L'équilibre, ça peut se trouver peut-être, il y a des moments dans la vie des enfants, je pense à toi par exemple, quand tu as un petit bout de chou de 18 mois, si tu veux être entrepreneur, combien de temps est-ce que tu vas consacrer? Voilà, je pense qu'il faut être assez lucide par rapport aux priorités du moment, parce qu'en fait, des fois, les conséquences, elles peuvent être très douloureuses. Il y a des femmes entrepreneurs, quand la femme en question, elle a un business florissant, mais à quel prix? À quel prix? Son mari, il joue à la belote et il fait à la pétanque, il sort, il va manger, il rentre très tard. Voilà, on sait pas toujours ce qu'il fait de ses soirées. Donc, une maman entrepreneur qui n'arrive pas à trouver cet équilibre-là, ça a un impact et ça éclabousse la vie privée de nos enfants et de nos conjoints. Donc ça demande beaucoup d'organisation. Il faut être organisé. Il faut savoir planifier. Et puis aussi, je vous le dis aussi parce que des fois, on a cette culpabilité-là, même pour celles qui sont salariées. Les enfants, ils n'ont pas besoin des moments de quantité. Être tout le temps là, non, parce qu'on peut être là, connecté sur WhatsApp. Vous êtes assis à côté de vos enfants, vous ne parlez pas. Les enfants et nos maris et nos parents ont besoin de moments de qualité. C'est-à-dire un moment où
je sors avec ma petite sœur, on va manger quelque chose, je mets mon téléphone en mode avion. J'ai 4 enfants, j'essaye des fois de sortir avec les 2 plus grands, après le plus petit, et je mets mon téléphone un peu vraiment en retrait. Avec le mari, je fais la même chose. Donc ça, c'est vraiment super important. Merci beaucoup, Marie. Ouais. Merci. Donc, alors, pour conclure ce panel, parce qu'on a une chaloupe à aller prendre, Anthony, quel est aujourd'hui que tu donnerais aux jeunes sœurs de Maria Meba? Alors, en fait, c'est dommage qu'on soit aussi loin d'elle, parce que je sens la distance actuellement. C'est dommage, mais aujourd'hui, je pense que ce que moi, en tout cas, j'ai appris de ma petite expérience, parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire, c'est aussi, je pense, un atout que j'ai eu malgré le fait que je n'étais pas forcément prédestinée, enfin pas prédestinée, mais ce n'était pas ma vision de ma carrière, c'est que je suis restée ouverte à l'apprentissage. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on fait très tôt, en fait, de rester ouvert à l'apprentissage, de rester ouvert aux personnes qu'on va rencontrer, à des discussions comme ça, à des aînés qui sont déjà passés par là. Vraiment, c'est cette ouverture au monde, aux formations, aux conseils, etc., qui nous permettent un peu d'ajuster, en fait, notre vision et de nous mettre sur un chemin qui peut être un peu plus safe, si je peux dire comme ça, même si l'entrepreneuriat, bien sûr, des fois on tombe, on se relève, on se trompe, on corrige, mais ça fait partie du chemin. Autre chose, c'est... tout à l'heure, elle a parlé, en fait, de ce pourquoi on est fait. C'est bon, ça marche. Donc, c'est ce pourquoi on est fait, en fait, c'est vraiment ce qui crée cette passion, ce qui nous donne de la force au quotidien, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai décidé d'être médecin, je le dis depuis que j'ai 2 ans, en fait, depuis que je demande des cadeaux d'anniversaire. Mais aujourd'hui, en tant que près de mes femmes enceintes, près des femmes en postpartum, etc., je sais, en fait, je ressens dans mon moi profond que c'est pour ça que je suis née, si je peux le dire comme ça. Et ça, ça nous permet d'avoir plus de force, de nous réveiller plus facilement, d'avancer plus vite. Et ensuite, elle a dit quelque chose d'important, c'était l'organisation. Et le fait de trouver justement cet équilibre entre ce qui nous donne de la force tous les jours, donc notre travail, et en fait la personne que nous pouvons être en tant que sœur, que mère, que tante, que fille, et en tant que soi surtout. Parce que je pense qu'on s'oublie beaucoup dans cette recherche d'équilibre, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent très fatigué, on a de très longues journées, et trouver aussi cet équilibre par rapport à soi, de qui je suis, où je suis et pourquoi je suis là. Et dès qu'en fait ces questions sont posées, quel que soit l'endroit où on arrive à ajuster. Alors. Merci, Mme Tony. Sina? Oui, bon, vite fait pour ne pas prendre trop de temps. Moi, le conseil que je donnerais vraiment aux plus jeunes, c'est que de profiter justement de votre jeunesse. Parce que souvent, on oublie que l'entrepreneuriat, c'est des risques. Il y a beaucoup de risques dedans. Moi, personnellement, ma mère, par exemple, elle a beaucoup de compétences. Je me suis toujours dit pourquoi elle n'entreprenait jamais. Je lui dis, maman, pourquoi tu ne le fais pas? Mais souvent, les familles à l'africaine, on a beaucoup de charges et beaucoup de personnes qui dépendent de nous. Donc, elle, toujours en pensant à ces personnes-là, elle s'est dit, je ne pourrai jamais faire ça parce que c'est trop de risques. Moi, ce salariat-là, c'est une sécurité pour moi. Donc, le conseil que je donne à vous jeunes, c'est que comme vous n'êtes pas encore liés à des charges, profitez-en encore. Parce que souvent, plus les responsabilités s'accumulent sur nous, plus on a peur de prendre des risques. Parce qu'une fois qu'on a des familles à gérer, une fois qu'on a des parents à nourrir, c'est beaucoup plus facile de gérer des échecs. Quelqu'un qui n'a ni mari, ni enfant, qui n'a aucune responsabilité, je ne dirais pas que l'échec n'est pas grave, mais c'est beaucoup plus supportable en tout cas que si par exemple l'entreprise entre en faillite par exemple et que vous devez ensuite payer les pots cassés et voilà, gérer les finances de la maison et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Donc profitez-en encore quand vous êtes jeune, parce que moi je ne parle pas d'échec. L'échec c'est un mindset, c'est une mentalité. C'est juste une manière de voir les choses. Pour moi, c'est une leçon de vie. Ah, ok, ça n'a pas marché cette fois-ci. Pourquoi ça n'a pas marché? La prochaine fois, je ferai autrement. Et on avance. Ça ne va pas vous tuer.
maintenant, le fait que vous soyez jeune, cela vous permet d'avancer avec sécurité. Vous allez apprendre, vous allez grandir avec vos projets. Si vous vous rendez compte que le projet ne marche pas, vous avez assez de marge de manœuvre pour changer d'orientation, chose qu'une personne avec des responsabilités, des charges ne peut pas se permettre. Moi, par exemple, j'ai tout laissé pour mon entrepreneuriat. Je peux vous dire comment je peux suivre à la fin du mois quand ça ne va pas. Parce que mon salaire dépend de mon entreprise. Ce n'est pas encore votre cas. Donc, profitez-en maintenant, investissez maintenant, cherchez à avoir des projets. On a parlé de réseau tout à l'heure. Accompagnez-vous de mentors et des gens qui vous conseillent. Surtout des gens qui vous voient positivement, qui ont confiance en vous. Parce que c'est vrai, il y aura toujours deux catégories de personnes que vous verrez dans votre vie. Ceux qui croient en vous et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui ne croient pas en vous, posez-les là-bas. N'y pensez pas. Mais accrochez-vous à ces personnes qui croient en vous. Les anciennes, la Memba, vos professeurs, les mentors, n'hésitez pas à aller les voir parce qu'ils ont une expérience à partager avec vous. Ça, c'est un deuxième conseil. Et pour finir, c'est par rapport à l'équilibre de vie. C'est très important. C'est-à-dire au départ, nous, entrepreneurs, quand on se lance avec des objectifs. Gagner de l'argent, par exemple, pour rendre notre famille plus à l'aise, heureuse, accomplir de belles choses dans la communauté. Mais petit à petit, on est pris dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, on est pris dans la psychose de la performance, qu'on commence à oublier ces choses qui nous avaient motivés au départ. À tel point que finalement, l'entreprise nous pousse à ne plus avoir des moments de qualité avec nos enfants, alors qu'ils étaient nos objectifs de départ. Donc, c'est pourquoi le conseil que je vous donnerai, vous, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Avant de vous lancer, essayez de voir quels sont vos objectifs de vie. Pour vous, quels sont les indicateurs qui montrent que vous avez réussi? Est-ce que c'est le fait d'avoir plusieurs milliards et d'être seul à la fin? Est-ce que c'est d'être heureux avec votre famille? Est-ce que c'est de gagner le paradis parce qu'on est des croyants aussi? Chacun a ses objectifs et personne ne va dire que tel objectif est meilleur que d'autres. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez en phase avec vos propres objectifs. Marquez bien ces objectifs en or. Et à chaque fois que vous allez avancer de temps en temps, posez-vous et revoyez si vous êtes en accord avec ce cheminement-là. C'est important. Moi, je l'ai vécu. J'ai eu un moment l'année dernière où ma santé était complètement au bord de la ruine parce que je ne dormais que 4 heures et 3 heures par nuit. Je passais toute ma vie à travailler. En tant que femme, on porte plusieurs casquettes. On est maman, on est épouse. On doit en plus gérer plusieurs casquettes, même au niveau de l'entreprise, parce qu'on n'a pas assez d'employés, on n'a pas assez de financement, donc on ne peut pas prendre plusieurs employés. Ce n'est pas facile. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que le plus important, c'est notre personne et les personnes qui nous sont chères. Donc, le meilleur investissement que vous allez faire avant celui que vous faites dans votre entreprise, c'est dans votre propre personne. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de sourire à ceux que vous aimez, de passer du temps avec eux. 8 heures de travail, c'est suffisant. Mettez en fait une hygiène de vie dès le départ et apprenez à vous maintenir sur ce chemin-là et vous verrez que la vie va vous sourire. C'est le dernier conseil que je vous donne. Merci. Non. Adja, pour clôturer, c'est dur hein, de rajouter des mots après ça. C'est dur. Je vais vous donner des conseils que mon papa m'avait donnés. La première, c'est qu'il faut sortir de votre zone de confort. Vous toutes qui êtes ici, tout le monde le sait, vous le savez, vos familles, tout le monde sait que vous êtes très brillantes. Mais c'est important aussi de prendre des risques très tôt. Sortez de votre zone de confort, allez faire d'autres choses, allez découvrir, apprenez des choses qui vous font peur. Et c'est ça qui va vous permettre de développer cet esprit de leadership strong. C'est ça qui va vous donner l'audace pour que demain, où que vous soyez, vous puissiez sortir du lot, vous sachiez vous faire respecter. C'est important. La deuxième chose, je vais revenir sur l'organisation. Je pense que c'est inné chez toutes les femmes. Tout le monde sait qu'on est multitâche. N'ayez pas peur de faire plusieurs choses en même temps. Le plus important, c'est juste de bien s'organiser pour bien faire les choses. C'est pas être fier de faire 5 choses à la fois, mais que ce soit 5 choses catastrophiques. Mieux vaut en faire 3, mais qui sont excellents. Mais dans tout ce que vous allez vous engager, assurez-vous que vous allez sortir avec d'excellents résultats. Et je pense que le work-life balance,
peut-être ça ne va pas vous parler maintenant, mais un peu plus tard, voilà. Ça rattrape toutes les femmes. Mais c'est important, en fait, de jongler, de mettre cet équilibre entre votre carrière professionnelle, votre vie de famille, votre épanouissement personnel. C'est important. Donc, essayez de toujours vous organiser pour avoir votre santé mentale, votre santé physique, pour faire toutes vos activités, mais surtout bien faire vos activités. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Adia. Marie? Bon, moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes là, les filles? Est-ce qu'elles sont vraiment là? Vous êtes là? Ah oui, il y en a qui disent non. Vous êtes là? Vous êtes là vraiment? Bon, moi, je suis partie une fois en mission à Bouaké. Et je dis alors, nous y sommes? Et qu'est-ce qu'ils me disent? Non, mais j'ai dit non, les Ivoiriens. Attends, je reprends. Je dis alors, vous y êtes? Et eux dire nous y sommes, ils me disent vous y êtes. J'ai dit vraiment, vous les Ivoiriens là. Voilà, le titre du forum, c'est Préparer l'avenir. Et j'avais noté une phrase de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Gaston Berger. Donc peut-être que Madame Kama, un jour, on fera de la prospective avec les filles. Et Gaston Berger a dit, demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau, il dépendra de nous, il est moins à découvrir qu'à inventer. Donc, je vous invite vraiment à voir très loin. Il y a des choses, je crois que c'est M. Kama qui a dit qu'il y a des choses, ce qui arrive dans l'avenir, c'est un peu caché. On appelle ça, c'est des signaux faibles. Il y a des choses qui sont autour de nous, mais comme en fait on ne regarde pas, on n'observe pas, on passe à côté. Voir très loin, voir profondément. Quand vous aimez quelque chose, il faut aller au fond des choses. Il faut aller au fond des choses, poser des questions. Donc, il faut y aller profondément. Et puis, il faut être large. Maintenant, on peut être un entrepreneur ici à Dakar et avoir des produits pour le monde entier. Donc, vraiment, je vous invite à bien préparer l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. C'était un super panel. Merci. Adi. Bon, applaudissements pour nos entrepreneurs, quand même. Super. Alors, je vais appeler ici toutes les jeunes filles qui ont pitché aujourd'hui. Donc, toutes les troisièmes qui ont pitché, vous me rejoignez. Alors, nous, on fait un impératif. Hein. On doit prendre la chaloupe 19h. Donc, vous faites vite, vous venez ici, please.